Marie est la fille de François de Médicis et de la duchesse Jeanne d'Autriche, qui est fille quand même de l'empereur Ferdinand Ier et nièce de Charles Quint. C'est pas rien. Alors, ils sont florentins et ils sont richissimes. Alors les Médicis, ça c'est sûr. Quand on parle Médicis, on pense banque, mais ils ont fait fortune dans un commerce moins chic, disons, dans celui de la laine. Le centre de production lainière était Florence. Et ça rapporte la laine. Ça rapporte. Ensuite, évidemment, ils se sont lancés dans la banque et c'est la banque qui a fait que la famille est devenue si célèbre, si riche. Et voilà pourquoi Henri IV va choisir une Médicis. Alors, de l'autre côté, la mère, c'est la grande duchesse d'Autriche. Il y a de l'argent dans la famille Jeanne aussi, c'est pas d'Autriche. non plus des... Bien sûr, il y a de l'argent. Hein. C'est la famille régnante de l'Empire d'Allemagne. C'est la grande puissance politique. Et c'est important pour les Médicis parce que les Médicis étaient vus comme des commerçants. Oui. Et à l'époque, ça marche pas. Hein. L'aristocratie et le commerce, ça va pas ensemble. Alors, il y a un problème, c'est que le père a une maîtresse dont il est complètement fou. Bianca Capello, alors il paraît c'est une bombasse. Hein. Ce père, il est amoureux de la maîtresse. Donc Jeanne d'Autriche, ça va pas lui plaire cette affaire. Jeanne d'Autriche décède quand Marie de Médicis a 5 ans. Son père se dépêche d'épouser sa maîtresse, Bianca Capello. Et à ce moment-là, la petite Marie de Médicis va être très très fâchée parce que pour elle, c'est Bianca Capello. C'est pas seulement la maîtresse de son père. C'est la basse extraction. Voilà, c'est une bourgeoise, donc elle n'apprécie pas du tout cette situation. Donc c'est un cauchemar. Voilà. Elle n'a pas d'enfant. Le gros frère de François, Ferdinand, Il est cardinal. Il est cardinal et il veut être le duc. Lui, il veut le duché. Il veut être à la place de son frère. Et alors là, incroyable. François va mourir subitement avec Bianca, je crois, à un jour d'écart. Les 19 et 20 octobre 1587. Après avoir dîné chez Ferdinand. Oh, c'est chelou. Et attention, on sait maintenant qu'ils ont été empoisonnés. Voilà. Alors, il y a eu effectivement le vrai scoop, c'est-à-dire qu'il y a eu des analyses depuis lors. On sait effectivement qu'ils sont morts du fait de l'arsenic. On n'a pas découvert l'assassin. Alors, on n'a pas découvert l'assassin, mais voilà. Néanmoins, c'est Ferdinand qui prend la place du père de Marie de Médicis et qui va s'occuper de Marie. Voilà. Alors, Ferdinand prend soin tout de suite de quitter la pourpre cardinalice. Hein. Donc, il se tire de l'église parce qu'évidemment, c'est difficile les grands-ducs, surtout qu'il faut qu'il se marie. Il va épouser une jeune princesse qui a à peine 2 ans de plus que Marie, ce qui va lui faire une amie, en fait, pour sa toute jeunesse, puisque la pauvre Marie, maintenant, est un peu esseulée. Qui va se charger de son éducation, du coup? C'est l'oncle? C'est l'oncle, Ferdinand va s'en charger, il va engager des précepteurs qui vont la cultiver et lui donner un environnement culturel très très favorable. Notamment le goût des livres. Le goût des livres, elle était très très douée pour le dessin, très douée pour la musique, très douée pour les mathématiques, pour la littérature. Donc c'était une fillette sans doute très intelligente, très ouverte, qui va avoir vraiment une éducation accomplie. Évidemment, Élisabeth, toute son enfance se passe à Florence. Oui, elle quitte Florence que pour aller épouser Henri IV. Henri IV a répudié la reine Margot, il lui faut une deuxième épouse. Pourquoi on va chercher cette Florentine qui n'est pas non plus d'un rang exceptionnel? Ça s'est passé par le cardinal de Paris qui a joué les entremetteurs en quelque sorte. Et puis quand il était en Italie, il est passé voir les Médicis. Et l'idée a germé, les Médicis se sont rués sur le projet. Et du côté français, c'est Sully qui a poussé Henri IV à faire ce mariage. Mais allez, on va dire, il faut un ventre à la France. Mais il faut de l'argent. C'est un mariage d'argent. C'est le FMI de l'époque, il prête dans le monde entier. Oui. Et donc on a des dettes avec le FMI de l'époque, avec les Médicis. C'est incroyable ça. Il va y avoir une dot énorme. Énorme. Le roi demande 1,5 million de dot. Finalement, les Italiens donnent 800 000. C'est quand même 2 tonnes d'or. C'est énorme. Ça va rembourser toutes les dettes qu'on a avec les Médicis. Et il y en aura un petit peu de reste encore. Alors il y a donc un mariage par procuration. Oui, donc elle part de Florence avec un faste inouï dans une galère d'or, vitre en cristal, 60 drapeaux, 2000 personnes. Mais qui paye ça? C'est le duc de Toscane, c'est l'oncle. Ah bah oui, mais alors c'est pas la cour de France. Avec les écus d'or. Hein. Ah, on part avec la dot. Ah oui, absolument. Et elle remonte tout le Rhône, elle est accueillie dans toutes les villes de France, tout le long du Rhône, jusqu'à Lyon. Et là, c'est le conte de fées pour elle. Et alors là, elle va rencontrer Henri IV pour la première fois, et là, c'est l'arnaque.
Oui, parce qu'elle va se rendre compte quand même que la cour de France n'a rien à voir avec les Médicis. C'est quand même une cour de Russe, il y a Henri IV qui tape sur l'épaule de ses amis. Elle est habituée quand même à tout un décorum, et là, c'est un peu la cour des soudards. Son mariage, ça va être une catastrophe. Elle accouche, c'est un garçon. Oui, Louis. c'est le futur. Futur Louis XIII. Et alors là, on ouvre les portes, on envoie les messagers, et il y a 200 personnes qui rentrent. Le père qui a pris le bébé dans sa chemise est bousculé, c'est l'euphorie, tout le monde s'embrasse. Après Louis XIII, elle arrête plus. Elle a plein de mômes, celle-là. Mais c'est le seul couple royal qui dorme tous les soirs, enfin, sauf quand il part à la guerre, dans le même lit. Donc, il faut bien s'occuper. Et il s'occupe, et en 9 ans, elle a 6 enfants. Il devient un homme fidèle. Ah non, la journée... continue, hein. La C'est journée, le il va Vergalant. avec Madame d'Entragues, mais la nuit, c'est avec sa femme. Si, il l'aime sincèrement, mais il aime toutes les femmes aussi. Oui, c'est le Vergalant. Donc, une reine féconde, 6 enfants. Les grossesses se passent bien, les accouchements aussi, et c'est aussi grâce à Louise Bourgeois, sa sage-femme. Et nous allons parler du ménage. Henri IV et Marie de Médicis. Alors, le gros problème, c'est que Henri IV a une maîtresse qui s'appelle Henriette d'Entragues et que Marie de Médicis, évidemment, ne peut pas la supporter. Elle est jalouse. Et comme elle parle très mal le français, Marie, elle l'appelle la poutasse, mais des noms absolument horribles. L'autre, elle l'aime pas non plus. Alors, comment ça se passe? Et vive au Louvre. Oui, bah, tout ça, elle le découvre quand elle arrive au Louvre. La Marie de Médicis, elle voit que son mari en a déjà une autre. Elle le supporte pas. Elle est belle, blonde, l'autre, elle est grassouillette, elle a 27 ans. Donc ça se passe déjà pas très bien physiquement. Mais en plus, c'est une ambitieuse. Henriette d'Entragues, elle avait négocié son dépucelage pour 100 000 écus d'or, déjà. Oui, ça, je suis d'accord. Enfin, elle pensait quand même pas qu'elle allait se marier avec Henri IV. Bah si, c'était prévu. Alors, Enfin, c'était pas raisonnable. si, c'était prévu. Donc, elle arrive au Louvre, il veut la présenter, donc tout le monde défile, les princes du sang, les prélats, etc. Et puis, tout à coup, Henriette d'Entragues se présente et Henri IV dit, bah voilà, donc, madame, qui a été ma maîtresse et qui veut être votre servante. Alors Henriette fait une petite révérence. Toute petite révérence. Toute petite révérence. Et vous avez Henri IV qui appuie sur l'épaule d'Henriette jusqu'à terre et qui lui fait baiser la robe de la reine pour la soumission. Alors évidemment, elle est complètement humiliée. Henriette est humiliée, mais vous êtes marrant, c'est la moindre des choses quand même. Oui, mais il voulait, Henri IV, quand même que ça se passe bien et que ça commence bien. Donc il voulait quand même que la maîtresse se mette à genoux devant la reine. Je suis d'accord, donc il est quand même assez gentleman sur ce coup-là. Oui, les gentlemen, mais enfin, il veut que tout le monde soit autour de lui. Quand on dit que Marie est folle de jalousie, l'autre aussi, l'autre la traite de grosse banquière. Et surtout, il va falloir, elles vont vraiment entrer en rivalité pour mettre au monde un enfant. Et puis elles sont enceintes. Oui, elles sont enceintes en même temps parce Tout le qu'ils passent temps. d'une couche à l'autre. Donc les voilà enceintes, la cour regarde qui va accoucher la première. Donc à ce jeu-là, c'est quand même Marie de Médicis qui accouche d'un garçon. Henriette d'Entragues va accoucher 2 mois plus tard d'un autre garçon, Gaston Henri. Et donc là, notre bon roi Henri IV s'est mis dans un imbroglio pas possible. Il avait signé une Avant promesse. le mariage de Marie de Médicis, l'ambitieuse Henriette d'Entragues lui a fait signer « Je veux bien être votre maîtresse. En revanche, si j'ai un enfant dans l'année, je suis marié avec vous. » Donc il y a une promesse de mariage écrite. Et Henriette d'Entragues, là, dans la poche, c'est une bombe atomique. Mais il n'y a pas d'ambiguïté chez Henri IV, puisqu'il dit, quand il a ses 2 garçons, il m'est né un maître et un valet. Oui, il dit ça, mais quand les 2 enfants naissent, il va dire aussi, oui, mais enfin quand même, le petit d'Henriette est quand même plus joli que celui de Marie. Ah bah donc la reine est furieuse, elle est mécontente, Henriette jubile. En plus, il va tous les loger à Saint-Germain-en-Laye. Donc tous les enfants, les bâtards et les princes du sang sont élevés ensemble. Alors Marie trouve que la coupe est pleine. On est le 13 mai. On est le 13 mai 1610. Henri IV a souhaité absolument la faire couronner parce qu'il allait partir à la guerre. Et il a préféré qu'elle soit couronnée parce que comme cela, elle aurait du pouvoir, pendant qu'il se battrait, l'autorité, si jamais il décédait à la guerre, pour une régence éventuelle. Quelle est sa réaction? Elle dit « le roi est mort » et il y a quelqu'un de la cour qui dit « Non, en France, le roi ne meurt pas, madame. Le roi est toujours vivant, il est là. » Bon, entre-temps, évidemment, Ravaillac, il est lynché très vite. On est d'accord que Louis XIII étant mineur, c'est Marie qui va devenir régente à 37 ans. Oui. Je veux simplement qu'on parle de l'image de Marie régente. Elle était très controversée. C'est quelqu'un qui était très autoritaire, Oui. très dévote, mais surtout qui a été très mal traitée par la postérité. Elle s'est accrochée au pouvoir comme une malade. Elle adorait.
Et puis elle n'a pas voulu le rendre à son fils, qui était quand même le roi de France. Et elle doit juste accepter ce fait, elle le fait pas. Est-ce qu'elle a été une régente raisonnable, au moins? Dans l'histoire, on dit qu'elle a quand même elle a beaucoup travaillé pour le prestige de la France. Ce qui est sûr, Elisabeth, c'est que les rapports entre Louis XIII et sa mère vont être terribles, vont devenir très conflictuels. C'est la seule reine-mère qui va mourir en exil. Mais auparavant, on va voir tout de suite pourquoi. Pourquoi Louis XIII décide-t-il de déléguer le pouvoir à sa mère alors qu'il a été sacré? La majorité du pouvoir en France, c'est 13 ans. Il a que 9 ans quand son père meurt. Donc, obligatoirement, il y a des règles très précises. Il va devant le Parlement et il confie la régence à sa mère, Marie de Médicis, évidemment, qui prend le rôle à cœur et qui prend le pouvoir d'emblée. Donc, Marie décide de le marier pour qu'il ait un héritier, Absolument. parce qu'il faut se manier. Elle le marie avec Anne d'Autriche, qui, comme son nom l'indique, est espagnole, c'est une Habsbourg. Et alors, au début, elle s'exalte sur la beauté d'Anne d'Autriche, Marie. Oui, oui. Elle veut réconcilier les grandes familles catholiques d'Europe, donc ce mariage a lieu. Mais enfin, évidemment, elle va s'immiscer. Ça va créer un problème, d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas avoir d'héritier tout de suite, justement. Bon, et quand il est roi, lui... Alors, là, il est majeur. Il est enfin majeur, Alors, mais Marie de Médicis ne veut pas rendre les clés du royaume, on va dire. elle est gonflée, quoi. Oui, mais elle trouve qu'il est encore trop jeune, et puis elle a pris goût au pouvoir. Elle s'est entourée d'une clique de conseillers, elle gouverne la France. Oui, Alors, mais la mère, en plus, elle l'aime pas énormément, oui, enfin, Louis XIII. Là, on est vraiment dans un jeu de pouvoir. On n'est plus Ok. dans mère et fils, si vous voulez. C'est D'accord, là, vraiment- On est dans un jeu de pouvoir, et Louis XIII a été aussi éduqué pour être roi. Voilà. Donc là, ça va durer un petit moment, cette histoire. Donc, le roi est quand même là aux cérémonies, il préside, il reçoit les prélats, il est au conseil, mais enfin, tout le monde sait que c'est Marie de Médicis qui est Voilà. derrière. Et alors, il s'agace, mais il déprime même. Il déprime, il va tomber en dépression, il va tomber malade. Au bout de 2-3 ans, il va vraiment surtout s'agacer de ce Concini qui a été fait gouverneur puis maréchal, et de France, et qui est entouré d'une cour très puissante, qui va voir le roi... Et qui dépense du blé Qui à dépense tire-larigot. à tire-larigot, qui n'a aucun respect pour le roi, qui trouve bien falot et sûr. petit et enfant. Et en plus, Louis XIII est conseillé par notamment le duc de Luynes, qui Oui. est plus âgé, qui lui dit qu'il faut enfin prendre le pouvoir. Et là, il va y avoir l'assassinat Alors, de Concini. on assassine le Concini, Oui. terminé, et alors la Marie... Le pouvoir lui échappe. Oui. Elle est accusée d'avoir été mal conseillée, d'avoir mal gouverné le royaume, on trouve une cause. Et on l'écarte du pouvoir, et on l'écarte physiquement, géographiquement. À Blois. À Blois, c'est une prison dorée. Alors au début, il y a quand même des gardes, c'est quand même très sérieux. On se méfie quand même un peu d'elle parce que c'est une femme de tempérament. Et puis petit à petit, quand même, ça se relâche, il y a moins de gardes. Et surtout, Marie enrage. Elle veut revenir au pouvoir. Et elle a honte, elle est humiliée. Elle veut prouver à l'Europe entière qu'elle est prisonnière. Donc pour le prouver, elle va s'échapper. Ce qui est dingue, c'est qu'elle va s'échapper par une échelle de corde, Absolument. par une fenêtre. Par une fenêtre, elle passe, elle est un peu grassouillette, elle a 46 ans quand Mais même. oui, alors- Ça vous montre quand même le tempérament de la dame. Oui, oui. C'est pas fini. Parce que elle arrive dans la nature, mais elle lève une armée. Richelieu est à la manœuvre, Voilà. Richelieu qui est proche de Marie de Médicis et qui fait on va dire le tampon. tampon avec le roi Avec le Louis roi. XIII. Et finalement, il y a un accord qui est trouvé, une amnistie, on lui paye ses dettes, et elle revient à la cour, et là, ça se passe plutôt bien. Elle revient au conseil, et ça va durer 10 ans. Et là, il va la pousser, Richelieu, vers la sortie. Alors- On s'en débarrasse, là. On C'est-à-dire- l'envoie en Angleterre. Oui, enfin, d'abord, il y a la journée des dupes. Si vous voulez, Richelieu est l'espion un peu de Marie Médicis au Conseil. Oui. C'est elle qui l'a placé avec Concini, etc. Donc il est là. Et si vous voulez, il rapporte à la reine. Mais petit à petit, il va se rapprocher du roi Ah et oui. du pouvoir. Et donc il va lâcher la reine. Elle va s'en rendre compte. Et alors là, elle le dénigre, elle n'en peut plus. Elle convoque son fils au palais du Luxembourg en disant, avec son accent, que c'est le suppôt de Satan, l'antéchrist, l'antéchrist pourpre. Donc il faut le virer en quelque sorte. Et tout à coup, on entend gratter à la porte. Et c'est Richelieu, on avait oublié de fermer la porte dérobée, c'est Richelieu qui s'invite dans la discussion. Ah, vous parliez de moi? Et alors là, Marie de Médicis repart de plus belle, elle l'injurie, l'autre se décompose, il tombe à genoux, il embrasse sa robe. Il a compris que c'était la fin, il fait ses valises, et puis finalement, il va rejoindre le roi qui en peut plus des cris de sa mère, qui est allé à Versailles. Et là, il va se rapprocher du roi, ils vont comprendre que pour l'État, il faut quand même rester ensemble. Et finalement, c'est la journée des dupes, parce que Marie, qui croyait avoir gagné, a perdu, et Richelieu, qui croyait avoir perdu, a gagné. Mais là, c'est il y a la gentil. guerre civile qui éclate, elle est obligée de repartir. Et là, elle se tourne vers Richelieu.
C'est-à-dire qu'elle demande de l'argent à Sans Richelieu, fin, qui sans lui fin. triomphe, il est ravi. Et donc elle a plus un centime. Et Richelieu dit, vous allez en Italie et vous passez par telle ville et telle ville. Donc elle arrive à Cologne, à un moment donné, dans le parcours. Et là, elle s'arrête. Elle est quand même fatiguée, elle a près de 70 ans. Et voilà, et donc là, elle meurt finalement dans la misère la plus... oubliée de tous. Sans ses enfants. Oubliée de tous, même à la cour de France l'a oubliée. Et elle meurt dans le dénuement le plus complet. Alors Stéphane, à la fin de sa vie, elle est en très mauvaise santé, Marie. Oui, déjà, elle avait probablement une insuffisance cardiaque avec une hypertension artérielle qui a entraîné l'insuffisance cardiaque, qui lui-même entraînait une stase veineuse dans les poumons et donc de l'eau dans les poumons. Ça a entraîné également une embolie dans une de ses jambes, hein, c'est-à-dire un caillot de sang qui est venu bloquer une artère, et ça a entraîné une gangrène. Elle est morte 2-3 jours après sa gangrène.